Donc le théorème de la base extraite permet de dire que les familles génératrices sont des vecteurs plus nombreux que les bases, c'est-à-dire à partir d'une famille génératrice, si on enterre suffisamment, on arrive à une base. Le théorème de la base incomplète dit qu'à partir d'une famille libre, les familles libres sont trop petites. Autrement dit, si on rajoute suffisamment de vecteurs, on arrive à une base. Donc on a ordonné par leur nombre de vecteurs, par leur cardinal, donc ces familles, c'est-à-dire que les moins nombreuses, c'est-à-dire deux cardinales plus faibles, ce sont les familles libres. Les plus nombreuses, ce sont les familles génératrices. Et donc entre les deux, on va avoir les bases. Alors ça va nous dire que certes, les bases ne sont pas uniques, c'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs bases d'un même espace. Par contre, il y a une propriété qui est unique sur ces bases, c'est le nombre des vecteurs d'une base. Alors justement, il y a un lemme technique qui permet d'y aboutir, qui se déduit de ce qui précède, c'est dans un espace, si on a n vecteurs qui engendrent, alors automatiquement n plus 1 vecteurs ne peuvent pas être libres. Ça veut dire que les familles génératrices sont forcément plus nombreuses que les familles libres. Et donc le cas d'égalité, c'est le cas où on a une base à la fois libre et génératrice. Donc ça va permettre de dire que toutes les bases ont exactement le même nombre de vecteurs. Ce nombre-là dépend ainsi que de l'espace. Et c'est comme ça qu'on va définir la dimension de l'espace. Et on va avoir des exemples de référence assez importants qui sont donc, quels sont nos exemples de référence? C'est k puissance n, donc l'espace géométrique k puissance n est justement un espace à une dimension égale à n, donc le R2 par exemple est dimension 2, R3 est dimension 3. Il y a un petit piège dans la notation, c'est que kn crochet x, l'ensemble des polynômes de degré O plus n va être de dimension n plus 1, et l'espace des matrices à n lignes et p colonnes, c'est de dimension n fois p. Et le dernier exemple un peu atypique, c'est donc C par rapport à R. On sait que C est un R espace vectoriel, il est de dimension 2. Donc on va démontrer tous ces résultats. Donc on va commencer par démontrer le lemme 1.3 qui dit que si on part d'une famille génératrice, que je vais nommer par exemple G1, Gn, donc de n vecteurs de E. Alors si on a une famille quelconque de n plus 1 vecteurs, donc U1 jusqu'à Un plus 1, elle ne peut pas être libre, autrement dit, elle est liée. Alors étonnamment, on peut se ramener à la méthode avec le pivot de gauche sortant. Alors pourquoi ça paraît pas si étonnant que ça? C'est dû au fait que quand on cherche à savoir est-ce qu'une famille est libre, on doit résoudre un système homogène. Donc en fait, on va essayer de le faire, c'est-à-dire on devrait introduire lambda 1 jusqu'à lambda n plus 1, donc des scalaires, et tel que la somme des lambda i ui égale le vecteur nul. Donc la question c'est, est-ce qu'il existe des scalaires ici non triviaux tels qu'on obtient ça? Quand je dis non triviaux, c'est non tous nuls, parce que bien sûr la somme des zéros vaut forcément 0. Alors pour ce faire, en fait, on aimerait bien se ramener à une équation sur les g ici. Alors ce qu'on peut dire, c'est que chacun des vecteurs U1, etc., jusqu'à Un plus 1, alors, autrement dit, pour tous les i entre 1 et n plus 1, chacun des ui appartient bien sûr à E, mais E c'est engendré, autrement dit c'est vecte de G. Donc c'est-à-dire que ui s'écrit comme étant une combinaison linéaire à coefficient dans K des G, alors je vais écrire indice K, pour K allant de 1
jusqu'à n. Alors justement, là, il va falloir que j'indice mes coefficients. Donc pour indicer mes coefficients, alors je vais pouvoir les appeler par exemple A indice quelque chose. Il faut que je fasse attention que ça doit dépendre à la fois de I et de K. Alors je vais appeler par exemple A, K, I. Donc tous les coefficients ici. C'est-à-dire que U1 c'est une certaine combinaison linéaire des GK, U2, etc. Donc en fait on a énormément de coefficients ici et on obtient cette expression-là parce que donc on est combinaison linéaire des différents vecteurs de la famille grand G. Donc on obtient ça, et si je réinjecte dans cette équation-là, ce qu'on récupère c'est que la somme pour I égale 1 jusqu'à n plus 1 des lambda I, alors je vais réécrire à l'envers, 0 égale la somme des lambda I UI, qui est égale à la somme des lambda I fois la somme des AKI GK. Alors la première somme porte de 1 à n plus 1, et la deuxième pour K allant de 1 jusqu'à n. Et ensuite, ce qu'on va dire, c'est assez usuel comme argument, c'est qu'on a une somme, et donc on va inverser ces deux sommes. Alors il faut bien faire rentrer tout le monde dans la somme. Ça va faire la somme sur K de 1 à n, et après je vais dire la somme sur I allant de 1 à n plus 1, et là je vais écrire AKI lambda I. Alors ça c'est les seuls termes qui dépendent de I, donc je peux les parenthéser, et je peux dire fois GK. Alors ici ce que je vais dire c'est que justement il y a une solution qui est triviale à cette équation là, c'est il suffit que tous ces coefficients là soient nuls. Alors justement dire que tous ces coefficients là sont nuls, ça fait, alors je dis valide pour, en fait quel que soit K entre 1 et n, j'aimerais que ces coefficients là, c'est-à-dire la somme de 1 à n plus 1 des AKI lambda I égale 0. Alors si j'explicite un peu qu'est-ce que c'est que ça, c'est donc un système. C'est un système dont la première équation serait pour K égale 1. Pour K égale 1, j'ai A1, alors je vais expliciter, A11 fois lambda 1 plus A12 fois lambda 2 plus etc. plus A1 n plus 1 lambda n plus 1 égale 0. Et la deuxième, pour K égale 2, ça serait A21 lambda 1 plus etc. jusqu'à A2 n plus 1 lambda n plus 1 égale 0, etc. jusqu'à la dernière équation qui sera AN1 lambda 1 plus etc. plus AN n plus 1 lambda n plus 1 égale 0. Alors, autrement dit, on trouve bien, comme j'avais annoncé, un système linéaire. Alors sauf que c'est un système linéaire particulier parce qu'il a donc n équations et n plus 1 inconnue, et c'est un système qui est homogène, donc compatible. Donc on a un système qui est déjà compatible, bien sûr les solutions tous nuls et solutions, mais justement on veut que ça ne soit pas la seule. Alors comment on sait? On sait le nombre de paramètres. Alors le nombre de paramètres, on sait que c'est le nombre d'inconnus moins le rang, mais le rang d'un système ne peut ni dépasser le nombre de lignes, ni le nombre de colonnes, et ici on a déjà seulement n équations, donc en fait ça nous dit que le rang ne peut pas dépasser n, et le nombre d'inconnus c'est n plus 1, donc le nombre de paramètres c'est au moins 1. Autrement dit, les solutions du système homogène ne sont pas uniques, il existe une solution non nulle, et c'est exactement ce qu'on attendait par rapport à la propriété la famille est liée. Alors je vais détailler ça. Alors notamment, il y a une remarque supplémentaire qu'on peut faire, c'est que
Ça, c'est donc le système détaillé. En fait, la matrice associée au système, j'ai pris une notation qui correspond. La matrice associée au système, c'est donc la matrice qui serait en coefficient A11, etc. jusqu'à A1, N plus 1. Autrement dit, c'est la matrice des coefficients AKI. Donc, la matrice du système homogène c'est la matrice de termes A, K, I. Alors ici, malheureusement, si je conserve ma notation K, I, K, c'est l'indice de ligne. Il y avait donc N lignes. Et I, ça serait l'indice de colonne. Il y avait N plus 1 colonne. C'est donc un système homogène de rang. Alors, on ne connaît pas exactement le rang, mais par contre, on est sûr qu'il est inférieur ou égal à N, le nombre de lignes, et donc avec des paramètres. Alors, le nombre de paramètres, c'est le nombre d'équations. Alors, je mets dièse pour dire le nombre de paramètres, c'est le nombre d'inconnus moins le rang. Et donc ça, je sais que c'est au moins n plus 1 moins n. Autrement dit, c'est au moins 1. Donc il y a au moins un paramètre. Donc il existe au moins une solution non nulle. Il existe. Alors je mets une, mais il y a plusieurs. Non nulle. Autrement dit, ça existe des lambda 1 jusqu'à lambda n plus 1 qui ne valent pas la solution triviale où on met que des zéros qui sont solutions, c'est-à-dire telles que la somme des lambda i ui égale 0 finalement. Et donc ça nous dit la famille n'est pas libre parce qu'il y a une solution non nulle, donc la famille elle est bien liée. Voilà, et donc au final, si on veut regarder ce que nous apporte ce lemme, ce résultat de la technique, c'est-à-dire si on prend L une famille libre quelconque, on prend G une famille génératrice quelconque. Alors la seule chose qu'on sait, c'est que le cardinal de L est forcément inférieur ou égal au cardinal de G. Et donc ce qu'on sait, c'est que n'importe quelle famille génératrice, on pourrait la grossir et donc on obtiendrait des familles qui sont toujours génératrices. Donc en fait, les familles génératrices, c'est celles qui ont beaucoup de vecteurs. Les familles libres, c'est au contraire celles qui ont relativement peu de vecteurs. Et donc entre les deux, il situe celles qui sont à la fois libres et génératrices. Forcément, il y a égalité. Et donc là, c'est le cas où on a la dimension. Donc entre les deux, on a exactement la dimension de l'espace E, qui est donc une constante. Alors donc on va démontrer désormais le théorème. Le théorème dit que toutes les bases ont la même dimension. Donc c'est le théorème 1.4. Donc c'est une propriété d'unicité. C'est une propriété d'unicité, c'est-à-dire si on prend deux bases, ce qu'il faut réussir à démontrer, c'est pas que ce sont les mêmes bases, mais qu'elles ont le même cardinal. Donc le but, c'est que cardinal de B1 égale cardinal de B2. Mais on va utiliser simplement le lemme, c'est B1, c'est une base, donc elle est libre et génératrice. Alors, en particulier, B1 est génératrice. Et B2 est inversement libre. Donc on sait que les familles génératrices ont plus de vecteurs que les familles libres, d'après le lemme. Autrement dit, le cardinal de B1 est supérieur ou égal au cardinal de B2. Et bien sûr, on peut symétriser le raisonnement, c'est-à-dire de même, on obtient
que comme B1 est libre et B2 est génératrice, que le cardinal de B1 est forcément inférieur au cardinal de B2, car le cardinal d'une famille libre est nécessairement plus petit que le cardinal d'une famille génératrice. Voilà, et donc ça nous démontre bien, par antisymétrie, qu'elles ont forcément le même cardinal, donc c'est une propriété d'unicité. Si on part de deux bases, elles ont nécessairement le même cardinal, et donc c'est comme ça. Donc les cardinaux sont identiques, comme toutes les bases de la famille, ce qui permet de définir la dimension de l'espace. Alors on va désormais passer aux exemples de référence. Donc les exemples de référence, en fait c'est donc pourquoi la dimension de k puissance n c'est bien n. En fait à chaque fois on a déjà une base qu'on a appelée base canonique. Donc on connaît la base canonique qu'on a appelée E1, En. De k puissance n, simplement EI c'est un vecteur qui a que des 0 et un 1 en ième coordonnée. Voilà, donc ça c'est la base canonique, et étant donné que c'est une base de k puissance n, alors justement on sait que le cardinal de Bn, c'est égal à la dimension de k puissance n, de cardinal de B0, c'est la dimension de k puissance n, et il suffit de dénombrer parce que c'est donc une famille finie, donc de 1 à n, il y en a n. Voilà. Alors de la même manière, alors ça c'était lorsque E égale k puissance n, lorsque E égale kn crochet x, donc c'est l'ensemble des polynômes de degré au plus n, ça on a vu une base, la base canonique, c'est donc les vecteurs 1x, x2, etc. jusqu'à x puissance n. Autrement dit, c'est les différents monômes de puissance inférieure ou égale à n. Et donc ici, on a que la dimension de cet espace-là, c'est en particulier le cardinal de sa base canonique. Et de x puissance 0 à x puissance n, donc de 0 à n, il y a bien n plus 1 vecteur. Donc ici, il y a un petit décalage. Kn cross x, c'est dimension n plus 1. L'ensemble des polynômes de degré au plus 2, par exemple, et bien, un polynôme de degré au plus 2 dépend de 3 coefficients. Donc ça dépend de 3 coefficients, autrement dit, c'est de dimension 3. Donc il y a un petit piège, c'est-à-dire que R2 crochet X est de dimension 3 parce qu'il dépendrait de 3 coefficients. Donc faites attention à ce petit décalage-là, presque plutôt dans les notations. Voilà, et ensuite on a l'ensemble des matrices. Donc l'ensemble des matrices, on connaît de la même manière une base canonique. Donc, la base canonique, c'est les matrices M et J qui ont un seul 1 en ième ligne et en jème colonne et des 0 partout ailleurs. Voilà, et donc il faut juste dénombrer combien il y a de telles matrices. Donc le cardinal de cette base canonique, c'est autant qu'il y a de lignes, autant qu'il y a de colonnes. Autrement dit, c'est le cardinal des MIJ pour I allant de 1 à N et pour J allant de 1 à P. Donc ça vaut bien N fois P. Et donc vu que c'est le cardinal d'une base, c'est donc la dimension de l'espace. Donc l'espace des matrices est de dimension le nombre de lignes fois le nombre de colonnes. Ça dépend simplement, une matrice de n lignes et p colonnes dépend de n fois p coefficients dans l'idée. Et enfin, l'exemple qui est C, c'est un R espace vectoriel. Donc on peut calculer la dimension de C
sur R. Alors en fait ça vaut 2. Pourquoi? Parce que C admet pour base canonique, et je préfère le noter comme ça, 1 et I, donc c'est-à-dire une base à deux vecteurs, donc c'est-à-dire bien de dimension 2. Et si je réinsiste sur le fait que C est aussi un C espace vectoriel, c'est simplement C un espace vectoriel de dimension 1. De toute façon, ce serait le cas encore une fois, n égale 1 et k égale c. Et donc k puissance n est dimension n, donc c puissance 1 est dimension 1. Ça, c'est parce que c, c'est bien sûr engendré par rapport à c par uniquement 1. Et donc c'est 1, ça serait une base à un seul vecteur, et donc on a bien que sa dimension vaut 1 par rapport à C, mais 2 par rapport à R. Il faut 2 réels pour encoder un seul complexe. Par contre, pour encoder un complexe, il suffit d'avoir un seul complexe.